A year of living pageantry passes into history, a milestone along the road of royal progress and the dawning of a new era for Britain, the reign of the Second Elizabeth. In the great Abbey of Westminster, a queen is crowned. And on this day of coronation came news of the conquest of Everest, almost as if to set the crowning pattern for the coming reign. L'Everest. Pour les peuples de l'Himalaya, Chomolungma, la déesse mère du monde. Pendant plus de 30 ans, la montagne a résisté à toute tentative de conquête. La première de ces tentatives date de 1922. C'est une expédition britannique dirigée par Charles Bruce. Mais l'histoire de l'Everest commence bien avant cette date, durant le grand relevé trigonométrique de l'Inde. Durant les premières années du 19e siècle, l'Everest n'est connu que sous le nom de pic numéro 15, un sommet reculé et mystérieux, à cheval entre le Népal et le Tibet. Mais en 1851, les relevés topographiques effectués à partir de l'Inde l'établissent comme la plus haute montagne du monde. Ne lui connaissant aucun nom indigène, les géomètres la baptisent Everest, en l'honneur de Sir George Everest, ancien directeur du Bureau trigonométrique et géodésique de l'Inde. À la moitié du 19e siècle, au début des années 20, l'Everest reste inviolé, inexploré et inconnu. Le Népal et le Tibet gardent alors jalousement leur isolement et ferment leurs frontières aux étrangers, jusqu'à ce qu'en 1904, Sir Francis Younghusband n'obtiennent du Dalai Lama quelques droits d'accès au Tibet dans des buts d'exploration et de commerce. Mais il faut attendre les années 20 pour voir les premières tentatives sérieuses de conquête de l'Everest. En 1921, une petite équipe d'alpinistes et de scientifiques sous la direction de Charles Howard Bury organise une reconnaissance du côté nord. L'année suivante, une expédition est mise sur pied par le général Charles Bruce. L'isolationnisme du Népal force l'expédition à une longue marche au départ de Darjeeling. Ils doivent traverser le royaume du Sikkim, puis les plaines arides du Tibet, avant d'arriver à Shekardzang, un monastère-forteresse visité pour la première fois en 1921 par l'équipe de reconnaissance. À partir du monastère, ils prennent la direction du sud, vers Chobuk et la vallée de Rangbuk. Au centre de la vallée se trouve le monastère de Rangbuk. Construit à 5000 mètres d'altitude, c'est la dernière habitation permanente avant l'Everest, 25 km plus au sud. Le camp de base est établi plus haut dans la vallée, au pied du glacier de Rangbuk. De là, l'expédition se ferait un chemin jusqu'au flanc même de la montagne. Entre le 1er et le 13 mai, les hommes effectuent une reconnaissance du glacier et établissent une série de camps entre 5200 mètres et 6400 mètres. L'équipe s'attaque ensuite au col nord, entre le pic nord et l'Everest lui-même. Le 19 mai, un ultime camp est installé sur le col, à 7000 mètres. Le lendemain, l'expédition se lance pour la première fois à l'assaut du sommet. La première équipe,
composé d'Henry Morshead, de George Mallory, de Howard Sompel et d'Edward Norton, atteint une altitude de 8230 mètres, un record qui ne tiendra que quelques jours. Une deuxième tentative, utilisant cette fois de l'oxygène, a lieu le 27 mai. Geoffrey Bruce et George Finch dépassent à cette occasion de 150 mètres, le record de leurs camarades. Mais ces exploits ne sont obtenus qu'au prix de grands sacrifices. Morshead et Bruce, souffrant de gelures et d'épuisement, doivent être transportés au pied de la montagne et au cours d'une tragique troisième tentative, 7 Sherpas perdent la vie dans une avalanche sous le col Nord. En 1924, une seconde expédition se lance à la conquête de l'Everest. Cette fois-ci, l'équipe d'alpinistes compte 8 hommes, dont 4 vétérans de la tentative de 1922. Fidèle à une tradition militaire, Edward Norton, colonel d'active dans l'armée britannique, est nommé à la tête de l'expédition. George Mallory est désigné premier de cordée. Bruce est présent, tout comme Somervell. L'équipe est complétée par Noel Odell, John de Verhazard et un jeune alpiniste inexpérimenté, Andrew Irvine, qui connaîtra un sort funeste. Suivant l'approche désormais classique, l'expédition installe son camp de base dans la vallée de Roanoke et elle établit des camps intermédiaires jusqu'au col Nord. Mais dès le départ, l'ascension est freinée par des tempêtes de neige très violentes pour la saison. Les alpinistes doivent attendre la fin du mois de mai avant de pouvoir atteindre le col Nord. La stratégie de Norton est d'établir une série de camps sur l'arête qui relie le col Nord au sommet. Le camp 5 à 7800 mètres, le camp 6 à 8100 mètres et le camp 7 à 8320 mètres. 2 tentatives différentes seront lancées, l'une du camp 7 sans oxygène et l'autre du camp 6 avec oxygène. Le retard dû au mauvais temps a néanmoins eu un effet bénéfique inattendu. Pendant une grande partie du mois de mai, le camp 2 a servi de camp de base avancé. En conséquence, les alpinistes ont passé plusieurs semaines à plus de 6000 mètres et ils se sont très bien acclimatés à la haute altitude lorsque l'assaut du sommet est lancé pendant le mois de juin. Le 2 juin, la première tentative par Somervell et Norton atteint 8550 mètres, un record d'altitude d'autant plus impressionnant que les 2 hommes n'utilisent pas d'oxygène. La seconde tentative a lieu 2 jours plus tard par Mallory et Irvine. Le 8 juin, Noel Odell, installé au camp 6 en soutien, croit les apercevoir assez haut sur l'arête nord-est, à environ 8600 mètres. C'est la dernière fois que l'on verra les 2 hommes. Personne ne saura jamais si Mallory et Irvine ont réussi à atteindre le sommet. Tout ce que l'on peut dire, c'est que l'endroit où ils ont été vus pour la dernière fois est situé plus haut que le point atteint par Norton et Somervell. Mallory et Irvine ont donc établi un record d'altitude qui ne devait pas être battu avant près de 30 ans. 9 années s'écoulent avant qu'une autre tentative de conquête de l'Everest ne soit organisée, cette fois-ci par une nouvelle génération d'alpinistes. L'expédition de 1933, dirigée par Hugh Rutledge, est la plus importante et la mieux équipée jamais montée jusque-là. L'itinéraire choisi est en grande partie identique à celui suivi par l'expédition de 1924. Plusieurs camps sont établis entre le monastère et le col Nord. Ce dernier est atteint le 15 mai et 2 camps supplémentaires sont installés sur l'arête nord.
2 tentatives sont lancées vers le sommet. La première par Percy Wynne Harris et Lawrence Wager, la seconde par Frank Smythe et Eric Shipton. Les 2 cordées échouent à l'endroit même où Norton a dû rebrousser chemin en 1924. En 1936, Rutledge tente une nouvelle fois sa chance sur l'Everest, à la tête d'une équipe très solide. Au départ, le temps se montre favorable. Après avoir établi quelques camps intermédiaires sur le glacier, le col Nord est conquis le 15 mai. Mais l'expédition de 1936 ne pourra pas aller plus loin. En effet, la mousson s'abat sur la montagne quelques jours plus tard, recouvrant l'Everest d'une profonde couche de neige molle et instable. L'expédition ne peut plus progresser et abandonne le col Nord. En juillet, les hommes sont de retour en Inde, épuisés et démoralisés, victimes des imprévisibles conditions météorologiques de l'Himalaya. La dernière expédition d'avant-guerre est organisée par Eric Shipton et Bill Tillman. Contrairement aux expéditions de 1933 et 1936, elle est de petite taille, mais composée presque uniquement de vétérans, comme Frank Smythe et Noel Odell. L'expédition de 1938 est restée dans les mémoires pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa petite taille lui permet d'être peu coûteuse, moins d'un quart du budget de celle de 1936. Ensuite, c'est la première ascension réussie de la face ouest du col Nord. Enfin, c'est l'une des tentatives les plus héroïques jamais réalisées pour conquérir l'Everest. Comme en 1936, la mousson est précoce, mais les hommes persévèrent, parfois dans les conditions les plus atroces. Le 6 juin, un camp minuscule est établi très haut sur l'arête nord. Mais les 600 derniers mètres ont été rendus infranchissables par la neige, et les alpinistes doivent rebrousser chemin après 3 jours dans les profondes et traîtres congères de la face nord. Treize ans plus tard, Eric Shipton revient sur l'Everest, cette fois à la tête d'une équipe de reconnaissance photographique chargée d'étudier la voie sud. Les années écoulées ont été le théâtre de grands changements. Après des siècles d'isolationnisme, le Népal a enfin ouvert ses frontières aux étrangers, tandis que la Chine a fermé celle du Tibet. Shipton et son équipe effectuent leur approche par le sud, traversant des territoires alors inconnus aux Occidentaux. Dans la vallée de la Dudhkosi, Shipton aperçoit pour la première fois la face sud de l'Everest. Il traverse la région de Selakumbu, le pays des Sherpas, et en septembre, une fois la mousson terminée, il arrive enfin sous les flancs enneigés du massif de l'Everest. Shipton a pour mission précise de faire la reconnaissance d'une haute vallée connue sous le nom de West Coombe. C'est Mallory qui l'a découverte en 1921 lors d'une reconnaissance, mais aucune évaluation précise n'avait pu être effectuée depuis le lointain Tibet. Depuis sa position méridionale, Shipton découvre que la Coombe est un cirque quasi parfait. C'est une vallée profonde et circulaire, enfermée comme dans un fer à cheval par les pics qui l'entourent. Des flancs du Lhotse jusqu'à l'entrée de la vallée à l'ouest descend un immense glacier débordant de la Coombe tel un torrent de gigantesques blocs de glace. Durant le mois d'octobre, l'équipe de Shipton fait des reconnaissances poussées de toutes les approches possibles de la face sud. Mais comme prévu, le seul itinéraire viable passe par la cascade de glace qui mène à la Coombe.
Shipton se rend compte que bien qu'ardue et dangereuse, la cascade de glace n'est pas infranchissable. La cascade sera d'ailleurs la clé de la conquête de l'Everest et le début de l'itinéraire classique qui permettra dans les années suivantes les ascensions les plus réussies de la montagne. En 1952, c'est une équipe suisse qui profite la première des découvertes de Shipton. Les Suisses ont obtenu l'accès exclusif à l'Everest pour le printemps et l'automne 1952. 1953 est réservé à la Grande-Bretagne et 1954 à la France. En conséquence, les préparatifs anglais pour l'expédition 1953 sont effectués avec la plus grande méticulosité. Le monopole britannique sur l'Everest appartient au passé. Et 1953 pourrait bien être la dernière chance pour une conquête britannique. L'expédition la plus chère jamais organisée est dotée du meilleur matériel disponible. Chaque pièce de l'équipement est soumise aux tests les plus exigeants. Les tentes et les vêtements sont testés dans des conditions himalayennes simulées, c'est-à-dire dans des vents dépassant les 170 km/h. Les bottes, chaudes et imperméables, sont conçues pour être à la fois solides et légères. Ce sont les rations de nourriture qui bénéficient des progrès les plus innovants. Les expéditions précédentes se nourrissaient en majorité de conserves, mais les boîtes de conserve sont encombrantes et difficiles d'emploi en montagne. On met donc au point un système d'emballage sous vide assurant légèreté et solidité. L'encombrement est encore réduit en s'assurant que dans la mesure du possible, seules des rations sèches seront transportées durant la traversée du Népal. À l'automne 1952, les dernières préparations touchent à leur fin et le colonel John Hunt est nommé à la tête de l'expédition. Le choix de Hunt, officier d'active, ne fait que souligner la détermination britannique. La tentative suisse a échoué et il semble évident que la conquête de l'Everest est à portée de main. Au début du mois de mars 1953, l'expédition se rassemble à Katmandou. Les Britanniques y rencontrent leur Sherpa et leur sirdar, ou porteur en chef, Tenzing Norgay. C'est la 7e fois que Tenzing se rend sur l'Everest. Et cette expédition marquera le sommet de son incroyable carrière. En 1935, le jeune Tenzing faisait déjà partie de l'équipe de reconnaissance par le Nord emmenée par Eric Shipton. Il sert ensuite Rutledge en 1936, Tillman en 1938 et surtout les Suisses en 1952. Lors d'une récente expédition suisse dans le massif du Garhwal, Tenzing s'est affirmé comme un sirdar doué d'une endurance et d'une détermination en tout point extraordinaire. En 1952, les Suisses ont d'ailleurs recruté Tenzing non seulement comme sirdar, mais comme membre à part entière de l'équipe d'alpinistes. Avec Raymond Lambert, il est monté bien au-delà de 8500 mètres, égalant ou dépassant même l'exploit de Mallory. Reconnaissant les indéniables compétences de Tenzing et sa connaissance de l'itinéraire sud, Hunt recrute Tenzing comme l'avaient fait les Suisses, c'est-à-dire comme sirdar et comme grimpeur. Le 10 mars, une fois les instructions données aux Sherpas et aux porteurs, l'expédition est prête à se mettre en route. Le volume d'équipement et de nourriture est énorme, bien supérieur aux expéditions précédentes, au point qu'il faut diviser la troupe en 2 caravanes.
La première est constituée de 150 porteurs transportant le minimum vital de l'équipement. La seconde, qui part le lendemain, compte pas moins de 200 porteurs. Mais ce chiffre est encore largement insuffisant. Et il faut attendre un mois pour que la plus grande partie de la nourriture et du matériel ne quitte Katmandou. Shipton avait approché l'Everest depuis le sud, mais Hunt choisit de suivre l'itinéraire suisse en prenant la direction de l'est depuis Katmandou. Contrairement au Tibet, où le paysage est relativement aride et plat, l'itinéraire qui traverse le Népal est aussi spectaculaire que verdoyant. Peut-être la plus belle région de trekking au monde. La géologie particulière de l'Himalaya a donné naissance à une incroyable diversité de paysages, de climats et de cultures. L'Himalaya abrite les montagnes les plus hautes, mais également les plus jeunes du monde. Elles sont le produit d'un glissement géologique causé par le choc entre le sous-continent indien et la plaque continentale asiatique. Les légendes locales parlent d'une mer là où se tiennent aujourd'hui les montagnes. En effet, les franges méridionales du Tibet furent à une époque les rives d'une mer disparue depuis longtemps, la mer de Tétis. Au fil des siècles, les îles de cette mer grandirent à une vitesse incroyable, de plus de 15 cm par an. À mesure que s'élevaient les montagnes, la région située au nord de la mer prit également de l'altitude pour devenir le plateau tibétain. Avec le temps, le massif himalayen devint une barrière titanesque quasiment infranchissable par la mousson indienne. Au nord, la terre devint un désert, tandis qu'au sud, elle s'épanouit dans le berceau des eaux himalayennes. Sur les contreforts sud, la forêt tropicale laisse graduellement la place aux alpages. Des gorges à pic traversent la roche sédimentaire, car les rivières étaient là bien avant que n'apparaissent les montagnes. De ce point de vue également, l'Himalaya est unique, car la ligne de partage des eaux ne suit pas les contours des plus hautes crêtes et chaînes montagneuses comme c'est normalement le cas. Elle suit en fait la frange méridionale du plateau tibétain et l'immense majorité des rivières tracent leur lit à travers le gigantesque massif himalayen, apportant les pluies de la mousson jusqu'aux terres fertiles du sud. Pour l'expédition britannique, l'itinéraire népalais présente à la fois des avantages et des inconvénients. Il est plus tortueux et plus ardu que l'itinéraire tibétain et donc impraticable pour les bêtes de somme. Tout doit être transporté à dos d'homme. Mais en contraste avec le morne plateau tibétain, ses vents glaciaux et ses déserts arides, l'itinéraire népalais traverse des vallées profondes et boisées et franchit des cols spectaculaires avant d'arriver à la région de Solakhumbu, le pays des Sherpas. Une fois à ce point, le paysage devient plus nettement himalayen. À l'ombre des sommets majestueux, les cultures se font plus éparses et les villages plus transitoires. En effet, les Sherpas de Solakhumbu mènent une vie quasi nomade, changeant de village et d'altitude en fonction des saisons et des cultures. Ils sont également d'un type plus clairement mongoloïde que les populations du Sud. De même, leur culture et leurs coutumes rappellent celles du Tibet. Le bouddhisme règle presque tous les aspects de la vie des Sherpas. Drapeaux et moulins à prière sont omniprésents. Comme les Tibétains, les Sherpas sont un peuple joyeux et démonstratif.
Ces qualités, ainsi que leur acclimatation naturelle aux hautes vallées de l'Himalaya népalais, font des Sherpas les meilleurs porteurs de très haute altitude au monde, capables d'en remontrer aux montagnards occidentaux les plus déterminés. Plus haut, dans la vallée, à une altitude de 4300 mètres, se trouve le monastère de Tiangboche. Pendant les 3 semaines qui vont suivre, le monastère va servir de base à l'expédition. L'arrêt à Tiangboche offre une plage de récupération aux alpinistes. Le trajet depuis Katmandou a duré 16 jours, dans une succession de montées et de descentes pour prendre petit à petit de l'altitude. Beaucoup de membres de l'expédition se sentent fatigués, car ils ne sont qu'au début de la phase d'acclimatation. À partir de Tiangboche, le terrain va désormais monter régulièrement. Un peu plus haut dans la vallée, la végétation devient inexistante. Et à part quelques rares oiseaux migrateurs, la vie est totalement absente, car rien ne peut survivre très longtemps sur les flancs glacés des sommets himalayens. L'arrêt fournit l'occasion de procéder à des essais et à des ajustements de dernière minute sur le matériel. Contrairement aux expéditions d'avant-guerre, l'oxygène est maintenant considéré comme indispensable et même obligatoire à très haute altitude. La radio servira à maintenir la communication entre les camps les moins élevés ainsi qu'avec le camp de base. La première tâche de Hunt est de trouver un endroit sûr où établir le camp de base aussi près que possible de la cascade de glace. La mission est confiée à une petite équipe dirigée par Edmund Hillary, un alpiniste néo-zélandais qui faisait partie de la reconnaissance de 1951. Il est accompagné de George Lowe, qui était présent également en 1951, de 4 nouveaux venus et de plus de 40 porteurs. Leur choix se porte sur le site où s'étaient installés les Suisses, assez près pour avoir une bonne vue de la cascade de glace, mais néanmoins hors de portée des avalanches et des glissements de terrain. L'endroit est cependant loin d'être idéal. À 5500 mètres d'altitude, il est situé en haut du glacier inférieur. Il va falloir creuser dans la glace des plateformes pour les tentes, un travail épuisant et démoralisant. Mais à partir de maintenant, tous les camps reposeront sur de la glace ou de la neige. Le luxe relatif de Tiangboche n'est plus de mise. Durant ces préparatifs pour le camp de base, l'équipe d'alpinistes entame une reconnaissance de la cascade de glace en explorant les gouffres et les protubérances autour de son pied. La cascade de glace de Khumbu est l'un des endroits les plus traîtres de la planète. Elle recouvre un terrain en pente, sous-jacent, très raide. Sous l'effet de l'inclinaison, le glacier se fend et se casse. De plus, la pression des murs latéraux accentue encore l'instabilité de la glace. À mesure que le glacier descend des hauteurs de la Khum, il est graduellement écrasé entre l'arête ouest de l'Everest et les flancs du Nuptse. Ce qui en résulte est un torrent grondant de glace et de pierre qui, même s'il ne se déplace qu'avec une lenteur infinitésimale, est pourtant en constante mutation, quelquefois graduelle et quelquefois d'une soudaineté effrayante, lorsque des mini-tremblements de terre déclenchent une avalanche de blocs de roches et de glace. C'est la cascade de glace qui a causé le plus d'inquiétude à Shipton. Lorsqu'il l'a vue pour la première fois, il l'a trouvée ardue et dangereuse, d'autant plus qu'elle est sujette à d'énormes fluctuations de température. Au matin, lorsque le soleil n'a pas encore paru derrière les pôles du Lhotse, le froid est si intense que le risque de gelure est énorme.
Mais dans l'après-midi, lorsque les rayons du soleil se reflètent directement sur la myriade de blocs chaotiques du glacier, la cascade se transforme en fournaise, sapant les forces et la volonté déjà bien diminuées par l'atmosphère raréfiée. Shipton essaie par 2 fois de franchir la cascade. Lors de la première tentative, lui-même et 3 de ses compagnons manquent d'être balayés par une avalanche. Il connaît plus de succès lors de la seconde, 3 semaines plus tard. Mais au bord de la Coombe, il se retrouve bloqué par d'énormes crevasses. Par manque de volonté autant que de matériel, il renonce à les franchir. C'est pourtant la reconnaissance effectuée par Shipton qui permet aux Suisses tout d'abord, puis aux Britanniques, de vaincre les imposants remparts de la cascade de glace. Bien que l'aspect et la structure de la cascade changent du tout au tout de saison en saison, les caractéristiques générales en demeurent néanmoins les mêmes. Équipés en conséquence, les hommes se feraient un chemin dans ce chaos mouvant, franchissant des crevasses insondables et naviguant entre des blocs vacillants et des précipices abyssaux. Le 22 avril, l'itinéraire est sécurisé et balisé, et 2 camps supplémentaires sont établis. Le camp 2 se trouve sur une corniche relativement stable à mi-chemin du sommet de la cascade, et le camp 3 sur le bord de la West Coombe. Dans la Coombe, le glacier s'élève plus doucement, de 6100 mètres sur sa frontière ouest à 7000 mètres à sa naissance. Tout autour, les pics et crêtes du massif de l'Everest forment comme une enceinte titanesque. Si c'est Mallory qui lui donne le nom de West Coombe, ce sont pourtant les Suisses qui les premiers posèrent le pied dans cet endroit hors du temps. Les Suisses furent surpris par le calme étrange de cette immensité enneigée, troublée seulement par quelques tourbillons de vent et par les craquements et grondements des avalanches. Ils baptisèrent cet endroit la vallée du silence. Une fois le camp 3 établi, Hunt commença le transfert des vivres du camp de base jusqu'à la Coombe. Des balises rouges, jaunes et noires marquent la route. Des cordes, des échelles et des ponts ont été installés sur les portions les plus difficiles. L'ascension se déroule en 2 phases. La première, dans la section inférieure jusqu'au camp 2, est la plus ardue. La seconde, qui mène au camp 3, est relativement plus aisée. En 1951, Shipton avait reculé à l'idée de mener des équipes de porteurs lourdement chargées dans ce labyrinthe de glace, préférant s'attaquer à la cascade avec des cordées plus petites et très bien équipées. Mais la mission de Shipton n'est qu'une mission de reconnaissance. Celle de Hunt a pour but la conquête de l'Everest. De plus, si l'expédition veut avoir une quelconque chance de succès, 3 tonnes de matériel vont devoir être transférées jusqu'à la vallée de la Coombe. De là, il faudra encore monter 230 kg jusqu'au col sud, d'où sera lancé l'assaut final. La section inférieure de la cascade de glace présente peut-être les plus grandes difficultés. C'est là que la masse glaciaire est dans l'état de décomposition le plus avancé, dans un processus de désintégration progressive, alors qu'elle descend dans la gorge étroite coincée entre la crête ouest de l'Everest et le Nuptse. La chaleur et la réverbération éblouissante de la lumière compliquent encore davantage l'ascension déjà rendue difficile par les blocs et les fissures. Sous la surface, les hommes peuvent entendre l'incessant mouvement de la glace, un bruit inquiétant et démoralisant.
Par moments, ce sont des portions entières de l'itinéraire qui partent en fumée et qui doivent être tracées à nouveau dans un environnement complètement différent. Par chance, l'expédition de 1953 ne perd aucune vie dans la cascade de glace, ce qui ne sera malheureusement pas toujours le cas lors des expéditions suivantes. Aucune autre portion montagneuse, où que cela soit sur la planète, ne s'est jusqu'à aujourd'hui montrée plus meurtrière que ce terrible et périlleux torrent de glace morcelé. Au-dessus du camp 2, le glacier se fait moins chaotique, les blocs plus imposants et les failles plus abyssales. Mais des chutes constantes de neige poudreuse réduisent parfois la visibilité à quelques mètres. Les traces, pourtant laborieusement creusées, deviennent difficiles à suivre et une couche de neige fine et instable recouvre traîtreusement les crevasses. La progression, comparativement plus aisée sur la portion supérieure de la cascade de glace, est ralentie par l'augmentation de l'altitude. L'itinéraire grimpe avec régularité de plus de 600 mètres. Les effets de l'altitude se font encore plus sentir lorsque l'on monte directement du pied de la cascade jusqu'à la Coombe. Les efforts deviennent épuisants et les pauses se font plus fréquentes. C'est dans la moitié supérieure de la cascade de glace que le rythme subit son ralentissement le plus visible. Plus haut, sur les flancs même de la montagne, l'oxygène deviendra indispensable, ne serait-ce que pour maintenir l'allure, même la plus modeste. Une fois la cascade franchie, l'ascension redevient plus régulière et plus stable. Le glacier est ici dans sa phase de formation. Sa masse glaciaire recouverte par une accumulation successive de neige granuleuse, fine et poudreuse. Comme tous les glaciers, que cela soit dans les Alpes ou dans l'Himalaya, celui-ci est enclin aux fissures latérales. Mais les crevasses de la West Coombe sont relativement stables et facilement franchissables. Dans la vallée de la Coombe, la montée est plus épuisante que réellement difficile. La profonde couche de neige se tasse progressivement à mesure que les équipes de Sherpas naviguent entre les camps, mais l'oxygène se fait de plus en plus rare, et le moindre effort est accompagné d'une sensation d'essoufflement. Le plan de Hunt prévoit d'attaquer l'Everest par la paroi du Lhotse, ce qui inclut l'installation d'une série de camps. À partir du camp 3, on établit un camp de base avancé, le camp 4, à 6400 mètres, à mi-chemin du sommet de la Coombe. Le camp 5 est installé à la tête de la Coombe, et on prévoit de monter 2 petits camps, 6 et 7, plus haut sur la face du Lhotse. À partir du camp 7, une traversée à pic mènera au col sud, sur l'arête sud-est, d'où sera lancé l'assaut final. Le camp 4, où sont rassemblées les réserves de vivres et de matériel, doit servir de tremplin à l'attaque. Tenzing est chargé de son établissement. C'est une tâche habituelle pour un sirdar. Et cela lui permet également de conserver ses forces pour la partie cruciale, c'est-à-dire l'assaut du sommet. Pendant ce temps, les alpinistes préparent l'ascension du Lhotse. La face ouest du Lhotse, la 4e plus haute montagne du monde, est presque totalement recouverte de glace. Elle partage beaucoup des caractéristiques d'un glacier, mais son inclinaison est trop accentuée pour être vraiment définie comme un glacier. C'est plutôt un mur de glace à la surface dentelée et parsemé de crevasses, jouet incessant de glissements glaciaires. George Low et le Sherpa Ang Nihima sont chargés de tracer une voie jusqu'au sommet du Lhotse. Ang Nihima se révèle être un atout de grande valeur pour l'expédition.
Au cours des premières phases de l'aventure, il ne s'est distingué que par le nombre impressionnant de cigarettes qu'il consomme. Mais sa contribution aux dernières étapes les plus cruciales est immense. Il montera plus haut que n'importe quel autre Sherpa, à l'exception de Tenzing. Un autre Sherpa se distingue particulièrement au cours de la dernière phase. Il s'agit du neveu de Tenzing, Nawang Gambu. À 17 ans, il devient le plus jeune alpiniste à atteindre le col sud. Quelques années plus tard, il deviendra le deuxième Sherpa à atteindre le sommet de l'Everest, puis le premier homme à le vaincre 2 fois. Le Lhotse se révèle beaucoup plus difficile que personne ne l'avait prévu. L'ascension de 6700 à 7900 mètres est abrupte, ardue et extrêmement fatigante à cause de l'air raréfié. Des hommes sont envoyés en renfort, mais le 19 mai, Hund commence à perdre patience. Le spectre d'une mousson précoce, épée de Damoclès de toute expédition, ne cesse de grandir. Le lendemain, Lo et Ang Nihima redescendent. Ils sont restés sur la face pendant 9 jours et ils ont tracé la majeure partie de l'itinéraire, à part la traversée jusqu'au col sud. Hunt renvoie alors Wilfried Noyce et le Sherpa Anulu pour les remplacer et tenter de se frayer un chemin jusqu'au col. Pour augmenter leurs chances de succès, les 2 hommes sont équipés d'oxygène pour la dernière partie de l'ascension. Le 21, sous les rayons éblouissants d'un soleil à son zénith, on aperçoit Noyce et Anulu très haut sur la traversée et se dirigeant rapidement vers la crête. Le transfert du matériel vers le col sud va pouvoir commencer. Pour l'assaut final, un camp doit être établi sur le col, à 7900 mètres d'altitude. Le temps est maintenant compté, et le transfert depuis le camp 7 doit être effectué en une seule journée. Pour la plupart des hommes, il s'agit de la dernière contribution à la conquête de l'Everest, une ascension éprouvante à des altitudes extrêmes sur les contreforts et les terrasses glacées du Lhotse. Plus bas, dans la vallée du silence, l'inquiétude des derniers jours a fait place au calme et à l'optimisme. Il ne reste plus à franchir que la crête sud-est, dont les 2 tiers ont déjà été explorés par les Suisses. Hunt a choisi de monter 2 assauts différents du sommet. Le premier par Tom Bourdillon et Charles Evans, utilisant un système d'oxygène en circuit fermé conçu par Bourdillon et que l'on croit plus efficace que le système commun en circuit ouvert. Malheureusement, l'appareil va faire preuve d'un manque de fiabilité qui causera de très gros problèmes au cours de l'ascension. L'équipe de soutien du premier assaut est composée de Hunt et de 2 Sherpas, Dan Amkyal et Ang Tenzing. Ils vont précéder Bourdillon et Evans au col sud pour y établir le camp. Les hommes quittent le camp 4 le 22 mai. Hunt et les 2 Sherpas précédant Bourdillon et Evans. Ces derniers ont devant eux la tâche la plus ardue, conquérir le sommet de l'Everest depuis le col sud en une seule journée. Tandis que la première équipe prend le chemin du col sud, la seconde équipe commence les préparatifs pour sa tentative. Le soutien est composé de George Low et d'Alfred Gregory, tandis qu'Hilary et Tenzing tenteront d'atteindre le sommet. De tous les membres de l'expédition, seul Tenzing est déjà allé plus haut que le col sud. En 1952, Lambert et lui ont vu la victoire leur filer entre les doigts, et Tenzing est bien déterminé à aller au bout de l'exploit cette fois-ci.
Lowe et Gregory se mettent en route le 25, suivis de peu par Hillary et Tenzing. Quoique toujours d'une difficulté extrême, leur tâche est moins insurmontable que celle de Bourdillon et Evans. Ils vont monter un petit camp entre le col sud et le sommet, ce qui leur donnera un jour supplémentaire pour gravir les derniers 900 mètres. En arrivant au col sud, la seconde équipe retrouve Hunt et Dadam Gyal. Ils ont accompagné Bourdillon et Evans sur une partie de l'ascension en faisant la trace, tout en transportant la tente et une partie des réserves destinées à Hillary et Tenzing. Aux alentours de 4 heures de l'après-midi, Bourdillon et Evans reviennent. On les avait vus quelque temps auparavant au sommet du pic sud, un point de l'arête situé à environ 100 mètres du sommet, mais personne ne savait s'ils avaient atteint le sommet en lui-même. Les deux hommes sont de toute évidence épuisés, et Hillary et Tenzing se portent à leur rencontre. Bourdillon et Evans ont en effet atteint le pic sud, ce qui est un exploit à part entière, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'au sommet. Et ils ne se sont pas sentis la force de franchir la dernière étape, c'est-à-dire la crête qui relie le pic sud au sommet. Et plutôt que de risquer de subir le même sort que Mallory et Irvine, ils ont pris la déchirante décision de faire demi-tour tant que cela leur était encore possible. Tout repose désormais sur les épaules d'Hillary et de Tenzing. La nuit suivante, le vent se lève, mais ne se calme pas lorsque le jour paraît. De toutes les crêtes arrivant au sommet, la crête sud-est est la plus haute, et le col sud est à peu près 2000 mètres plus élevé que le col nord. Il y fait beaucoup plus froid, l'air y est encore plus raréfié, et le vent beaucoup plus féroce. Si la tempête continue, il n'y aura pas d'autre alternative que d'abandonner la crête. Mais le sort, comme souvent au cours de cette expédition, tourne finalement en leur faveur. Le 28 mai, le temps redevient favorable et la seconde équipe se prépare à l'assaut. L'équipe de soutien, composée de Lowe, Gregory et Angniama, part la première. Ils doivent faire la trace et transporter le matériel nécessaire à l'installation de l'ultime bivouac, aussi près que possible de 8500 mètres, et cela en toute sécurité. Hillary et Tenzing partent plus tard, gardant leurs forces pour l'assaut final. L'équipe de soutien redescend en fin d'après-midi. Épuisés, ils passent la nuit sur le col. Le lendemain, Gregory et Angniama prennent la direction de la Koum et de son relatif confort. Seul Lowe reste sur le col. Le lendemain est une journée d'attente et d'angoisse. On scrute les pentes du sommet de l'Everest pour tenter d'apercevoir une trace des deux grimpeurs. Mais plus haut, le dénouement est proche. Plus tard, Hillary décrira la dernière ascension depuis le pic sud jusqu'au sommet. On the right, there are tremendous fingers of ice hanging over this great Kangshung face, about 18,000 feet high. And we have to keep off those because if you step on a cornice, it gives way under you and precipitates you down the face. We're starting to slow down a bit, getting a little tired, and I think we're almost getting a little desperate in our seeking for the summit. Well, I cut round the back of one ridge and round the back of another ridge, and the summit never seemed to be coming any closer. But finally, I cut round the back of another one and saw that the ridge ahead dropped steeply away. So I looked up, and there was a little rounded cone above us, and I knew it was the summit. Il est 11h30 du matin en ce 29 mai 1953. Le rêve s'est réalisé.
le colossal effort de l'expédition reçoit sa récompense. Surplombant la série de camps depuis la cascade de glace jusqu'au col sud, les drapeaux du Népal, de l'Inde, de la Grande-Bretagne et des Nations Unies flottent au gré des incessantes rafales. Hillary et Tenzing passent la nuit au col sud avant de redescendre dans la Khune le lendemain. George Low est en tête de la cordée, suivi d'Hillary et de Tenzing. Comme ils approchent du camp 4, Low montre du pouce le sommet, un signe plus efficace que tous les mots. En un instant, le poids de l'attente et de l'anxiété accumulée ces derniers jours se brise dans un débordement de joie intense. Mais comme le reconnaît Hunt, cette victoire est en bien des sens une victoire partagée, non seulement par les grimpeurs et les porteurs qui l'ont rendue possible, mais également par toutes les expéditions précédentes, par ceux qui ont tracé les itinéraires et qui ont été les premiers à utiliser les techniques. Par les hommes qui ont conquis le col nord en veste de laine et en culotte de golf, qui se sont attaqués à l'arête nord sous les coups de semonce d'une mousson précoce. Des hommes qui resteront à jamais dans toutes les mémoires, non pour leurs échecs, mais pour leurs exploits herculéens. En 1948, Eric Shipton avait écrit ces lignes prophétiques. Il est possible, et même probable, que dans quelque temps, les hommes se souviendront de nos ridicules efforts sans comprendre nos échecs répétés, alors qu'ils seront confrontés à des problèmes autrement plus importants. Si nous sommes encore en vie, il ne fait nul doute que nous grommellerons vigoureusement dans nos barbes blanches pour tenter de justifier notre faiblesse. Mais si nous avons atteint la sagesse, nous nous souviendrons avec gratitude que nous avons saisi à pleine main les opportunités qui se présentaient à nous, et nous nous réjouirons d'observer les jeunes générations en faire de même.